Salut tout le monde, c'est Wayne, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on fait la toute première vidéo lecture de la chaîne, génial. C'est vraiment un concept que je voulais mettre en place sur la chaîne où voilà, je voudrais beaucoup plus m'axer lecture et le fait d'avoir de bonnes lectures plutôt que de parler de lore dans les comics. Du coup le principe ça va être, on va essayer d'en faire 2 par mois, où du coup pendant un laps de 2 semaines, je pourrais vous parler de tout ce que j'ai pu lire, des choses que j'ai pas aimées, des choses que j'ai aimées, surtout des choses que j'ai aimées, sinon ça n'a pas trop de sens, et pourquoi j'ai plus aimé ça qu'autre chose, voilà, juste débattre. Sur ce, on commence. Pour cette toute première vidéo lecture, j'ai commencé avec Sons of Anarchy tome 1. Donc c'est scénarisé par Christopher Golden, qui a fait du Buffy, il me semble, et c'est dessiné par, je lis parce que je me trompe à chaque fois, Damien Kuseiro, qui a fait notamment des séries Tortue Ninja. Alors, il y a plusieurs trucs à savoir pour ça. Déjà, donc c'est issu de la série télé Sons of Anarchy. Si vous ne connaissez pas, c'est une série télé sur un gang de bikers. Et en fait, j'ai acheté ce comics pendant que j'étais en plein milieu d'une saison. Et puis j'avais trouvé ça, je savais même pas que ça existait. Enfin, je savais qu'il y avait des séries en VO, mais je pensais pas qu'elles avaient été éditées en France. Et du coup, je me suis dit, bah je vais le prendre. Sauf que, bah, au dernier moment, je me suis dit, ouais, mais je sais pas où ça se situe dans la timeline de la série. Parce que ça m'étonnerait que ce soit juste avant ou après, à la fin, ou dans tous les cas, il y a de grandes chances que je sois spoilé. Du coup, j'ai attendu. Et grand Dieu, j'ai bien fait d'attendre. Parce que ce comics débute à partir de l'épisode 1 de la saison 5. Donc c'est-à-dire que si vous êtes avant la saison 5, ne lisez pas ça, vous allez être full spoil. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a eu 2 séries Sons of Anarchy, donc il y a eu celle-là, Sons of Anarchy classique, et il y en a une qui s'appelle Sons of Anarchy Redwood Original, qui n'est pas édité en France, et j'avoue que j'aimerais bien parce que je l'ai pas lu en VO, et je sais même pas de quoi elle parle, donc j'avoue que ça me tente très bien. C'est une série qui s'est finie en 25 numéros aux États-Unis, donc ça fait 6 tomes en France, je crois. On les a tous, les 6. C'est Ankama, donc ouais, le label 619 qui édite ça. On va suivre l'histoire de Kendra, qui est une jeune femme qui a priori n'a pas grand lien avec les Sons. On la voit au tout début et voilà, il n'y a rien de spécial. Et en fait, elle a des problèmes, elle a des relations à elle qui lui posent un peu problème, et elle va aller trouver les Sons pour l'aider. Le truc, c'est qu'au début, on ne sait pas vraiment pourquoi les Sons en particulier, pourquoi elle les connaît, d'où elle les connaît. Et en fait, on va apprendre qu'elle a un gros lien avec Tig. Donc Tig que vous connaissez très bien si vous regardez la série, moi ça me... Si c'est pas mon personnage préféré, c'est clairement un dans le top 3, il est génial Tig. Et du coup il va prendre les choses en main pour régler la situation. Et ce que j'ai vachement aimé là-dedans, c'est que là où la série télé est vraiment accentuée sur Jax, la série Sons of Anarchy c'est avant tout des histoires de famille et la famille Taylor. Mais dans ce tome-là, c'est Tig qui est le personnage principal. On voit Jax, mais pas tant que ça. Je veux dire, c'est vraiment pas l'élément central. Là, Tig est le personnage principal et ça fait vraiment plaisir à voir. Ensuite, les dessins de Damien Kuseiro ont vraiment une certaine précision et c'est un détail qui est non négligeable encore plus dans ce genre de comics qui est adapté de séries télé parce que, eh bien, il faut que les dessins soient ressemblants aux acteurs et je trouve que c'est un travail vraiment admirable dans ce tome. Franchement, tout est tellement bien dessiné, surtout Tig. Bon, l'acteur a un visage assez reconnaissable quand même, et il a vraiment réussi à bien tout retranscrire dans le comics et ça fait vraiment plaisir à voir. Maintenant la question c'est est-ce que ce tome apporte vraiment quelque chose à la série? Si vous êtes vraiment fan de Sons of Anarchy, c'est de l'univers étendu en fait, faut le prendre comme ça, c'est un peu comme Buffy qui continue en comics, voilà. Techniquement la série est terminée, vous n'avez pas besoin de lire le comics pour apprécier la série. C'est vraiment le même principe en fait, si vous kiffez Sons of Anarchy, vous allez kiffer ça. En fait, ça, on pourrait dire que c'est du fanservice finalement. Surtout ce qui est cool, c'est que au-delà de l'histoire même du comics, c'est qu'on va en savoir un peu plus sur l'organisation des Sons. Parce qu'on va pas seulement voir les Sons de Redwood, on va aussi voir les Sons de Tacoma, on va voir aussi les Sons de Las Vegas, je crois. Voilà, on va apprendre un peu à voir tous les autres chapitres des Sons, donc les chapitres dans le monde des bikers, c'est par exemple les Hells Angels qui sont dans plusieurs villes. C'est pas des différents groupes, c'est des chapitres du même groupe. Voilà, c'est les termes. Et une vraie valeur ajoutée à ça, c'est que Ankama fait un boulot génial quand tu vois l'édition, c'est, je pense que vous le voyez, en la reliure dorée, ça ajoute vraiment un style. Et l'édition est vraiment propre pour un récit qui est vraiment aussi qualitatif. Donc si vous êtes fan de Sons of Anarchy, je vous le recommande. Si vous avez fini la série, important, si vous avez fini la série, lisez ça. Parce qu'en plus de ça, si vous avez vu la fin de la série, ça vous fera un petit pincement au cœur, une petite nostalgie quand vous relirez le truc. Donc ça c'est une grosse recommandation. Le second truc que j'ai pu lire c'est le tome 2 de Lock and Key. Donc c'est toujours scénarisé par Joe Hill qui est, si vous le savez pas, le fils de Stephen King. C'est toujours dessiné par Gabriel Rodriguez. Et chose que je n'ai pas mentionné avant mais je le mentionne parce que vous verrez dans quelques temps, je pense que c'est au mois d'août, je vais recevoir un joli truc que je vous présenterai sur la chaîne. C'est colorisé par Jay Photo qui est à l'origine de beaucoup de comics d'horreur.
On en reparlera au mois d'août. Au niveau des remarques, il n'y a rien de spécial à dire, c'est la suite du tome 1, hein, tout simplement, où on continue la découverte du cliffhanger de la fin du tome 1, où Bode découvre une nouvelle clé. Et du coup, l'accent va être vachement mis sur deux choses ici. D'abord, et normal, on va développer le pouvoir de la nouvelle clé que Bode a découvert, qui, je vais pas vous le dire parce que j'ai été intrigué de qu'est-ce qu'elle faisait, et ce serait cruel de vous le dire, donc vous découvrirez par vous-même. C'est vraiment what the fuck, quoi. Enfin, et j'ai vu ça, et je me suis dit, mais à quoi ça sert, quoi. Donc vraiment, le fait d'avoir vu ça, ça me... Je sais toujours pas quoi penser du comics, enfin c'est génial, hein, je dis vraiment pas le contraire, c'est génial, mais j'ai vraiment hâte de voir où ils vont aller, parce que ça part tellement dans tous les sens, c'est... Je sais pas quoi dire. Un autre truc qui me fait vraiment aimer le comics, c'est... donc le deuxième point sur lequel ils mettent l'accent, c'est le développement du personnage de Luke, de Zach. Peu importe le nom, vous voyez de qui je parle, lui. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'ils arrivent à te parler du passé de l'histoire de la famille Locke et de ce qui a pu se passer, parce que on a compris qu'il s'est passé quelque chose, que des jeunes ont disparu, et surtout on a compris que Luke, que Zach, est pas censé être vivant, voilà. Donc on sait pas vraiment ce qu'il fait là, on sait pas comment il est revenu, on sait pas, voilà, il y a des choses très bizarres qui tournent autour de lui, et rien que pour ça j'ai vraiment envie de savoir, quoi, parce que putain comment ça m'intrigue. Il y a vraiment une chose qui m'excite beaucoup avec ce comic, c'est que on développe plein d'intrigues à gauche, à droite, au milieu, partout, il y a des intrigues différentes. Et c'est classiquement le genre d'histoire où, à la fin, tout va se lier. Et ça va être une vraie satisfaction d'avoir une histoire cohérente, quoi. Parce que c'est rare, les trucs cohérents de nos jours. Juste, je fais une petite remarque par rapport à la clé. Donc c'est cette clé-là qui est découverte dans le tome, enfin à la fin du tome 1. C'est la clé que Netflix a utilisée pour l'affiche de la série. Et du coup, ça spoil un peu l'usage de la clé. Donc c'est pas ouf d'avoir fait ça, ils auraient pu faire autre chose. Je vais pas vous l'afficher, donc si vous l'avez pas vu, n'allez pas voir, j'ai pas envie de vous spoil indirectement, ou vous faire penser, ou vous faire réfléchir à ce genre de truc. Mais ouais, j'aurais pas fait ça. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire là-dessus, je suis juste très excité pour la suite, parce que on est en plein milieu. En fait, c'est classiquement le genre de tome où t'es en plein milieu de l'intrigue, et bah à part dire que t'es excité ou pas, t'as pas énormément de choses à dire, parce que juste t'as envie de savoir la suite. Ensuite, ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment, je pense, mon plus gros coup de cœur. Je le mets qu'en troisième, il y a un autre tome après, vous comprendrez pourquoi, parce que le dernier truc que je vais vous présenter, je peux pas le mettre avant. Donc là, ce que je vous présente, c'est Witches. Avant de vous parler du pitch, c'est scénarisé par Scott Snyder. Scott Snyder qui a fait Batman, la cour des hiboux, le deuil de la famille, ce genre de truc. C'est aussi dessiné par Jock, qui a fait beaucoup de choses, mais pour le citer, parce que moi j'ai beaucoup aimé, il a fait cette couverture de Detective Comics 1000. Et truc très important dont on parle pas beaucoup, je vous en ai parlé pour Lock and Key, parce que c'était le monsieur. Mais pour ce titre-là, c'est pas le monsieur en tant que tel qui fait que, c'est vraiment le style de dessin. C'est colorisé par Matt Hollingsworth, qui a aussi fait du Seven to Eternity. Et vu que c'est un comics d'horreur, et si je vous faisais le pitch en mode horreur. Après un épisode tragique, durant lequel leur fille Sailor fut victime de harcèlement, la famille Rooks choisit de déménager et de se reconstruire en paix, loin de cette pénible expérience. Leur proximité avec la forêt environnante va cependant les exposer à un mal plus ancien que l'humanité. Donc ce bouquin, il est édité par Urban, dans la collection Urban Indies. Donc du coup, je me suis laissé tenter par... j'ai lu le pitch, quoi. Et ça m'a vraiment, vraiment hypé. Et après, j'ai ouvert le bouquin, et les dessins, oh mon dieu. Les traits sont à la fois hésitants, mais c'est exactement le chaos qu'on demande au dessin. Notamment, regardez cette page, elle est... ça me... Alors certains vont pas aimer, je pense, c'est typiquement le genre de style où soit vous allez adorer, soit vous allez détester. Moi j'ai été totalement absorbé, peut-être qu'à froid comme ça, le dessin vous donne pas envie, mais vraiment, quand vous êtes pris par l'histoire, ça rajoute tellement un truc, genre vraiment. Le seul truc au début qui m'a un peu, alors ça m'a pas rebuté, mais ça m'a fait me poser des questions, c'est que c'est marqué tome 1 dessus. Même derrière, ils vous mettent tome 2 apparaître. Le truc c'est que ça, c'est sorti en 2015, et en 5 ans, on n'a pas eu de deuxième tome, donc je trouve ça un peu bizarre, donc je suis allé me renseigner, surtout à la fin de la lecture, donc déjà j'ai un peu digéré ce que j'ai lu parce que j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et après avoir lu, je suis allé un peu me renseigner. Et en fait, c'est une série qui s'est terminée en 6 numéros, donc les 6 numéros sont dedans. Mais en fait, je crois qu'ils avaient prévu de faire une série spin-off. Le truc, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas eu de série non plus. Donc, c'est un tome 1, mais il n'y a que ça en fait, c'est un one-shot, ça suffit. Je veux dire, vous restez pas en plein milieu d'une intrigue sans avoir de fin. C'est une histoire complète, y a pas de souci. Juste, c'est marqué tome 1. Ce que j'ai vraiment adoré avec ça, c'est que, au-delà des dessins et de l'histoire en général, c'est que au sein de l'histoire, on revisite le mythe des sorcières. Globalement, le propos, c'est que dans le Moyen-Âge, ou si vous avez vu des séries comme Salem ou ce genre de trucs, même si vous vous intéressez un peu au domaine occulte, ce genre de trucs, on brûlait les sorcières, les procès de Salem, ça doit vous parler. On brûlait les sorcières. Le truc là-dedans, c'est que, en fait, ils reprennent ça en disant que,
les sorcières, c'est pas les personnes qu'on brûlait. Les personnes qu'on brûlait, c'est les gens qui travaillaient pour les sorcières. Et donc ça veut dire que au-delà des gens qu'on brûlait, il y avait encore d'autres entités. Et ces entités qu'on va retrouver là-dedans. Comme je vous l'ai dit, je suis vraiment rentré dedans. C'est 6 numéros qui étaient beaucoup trop courts pour moi. J'aurais vraiment voulu avoir plein de tomes avec ça. Il y a des moments où je finissais un numéro et j'étais en mode, à la fin, oh bordel, oh purée. J'étais vraiment investi, quoi. Pour finir cette vidéo lecture, je vais vous parler d'un gros truc. C'est le tome 2 de l'intégrale de Geoff Johns présente Green Lantern. Voilà, maintenant vous comprenez pourquoi je pouvais pas le mettre plus bas. Parce que voilà, c'est beaucoup trop haut dans le lore des comics et dans le panthéon de DC Comics pour que je le mette en dessous du main event finalement. Le run de Geoff Johns sur Green Lantern, on le présente plus, c'est vraiment, pour moi, c'est devenu un classique de DC Comics. C'est vraiment, pour quelqu'un qui voudra commencer DC Comics, on en reparlera très bientôt, c'est vraiment un des trucs que je recommanderais s'il veut débuter d'autres personnages que Batman ou Superman, ce genre de trucs. En plus de ça, au-delà de la qualité, en termes de lore, c'est vraiment devenu un truc incontournable parce que ça se passe avant Flashpoint, donc avant les New 52. En fait, je pense que le propos était, pour tout ce run, d'enrichir un peu le lore de DC Comics et proprement dit l'univers, pour avoir beaucoup d'histoires à raconter. Alors, dans cette intégrale, on a beaucoup de trucs. Dans un premier temps, on va avoir l'event Hal Jordan mort ou vif, où Amonster, donc le fils de Abinser, si vous connaissez pas du tout le lore de DC Comics, Abinser s'est écrasé sur Terre et c'est Hal Jordan qui a récupéré son anneau. Et donc Amonster, qui est son fils, veut se venger de Hal Jordan parce que il a pas réussi à obtenir l'anneau de son père. Ensuite, on a l'event Le Mystère de Star Sapphire, qui va globalement réintroduire le personnage des Star Sapphire, qui est un très vieux personnage dans le lore de Green Lantern, bien avant le run de Geoff Johns. Le personnage de Star Sapphire va avoir une modification pour l'inclure dans tout le prochain lore de Green Lantern dont on parlera en fin d'intégrale. Ensuite, on va voir la période des contes du corps de Sinestro, qui va précéder l'event principal, Sinestro Corps-Poire. Faut savoir que tout ce qu'il y a dans cette intégrale va globalement tourner autour du corps de Sinestro. Dans Hal Jordan mort ou vif, donc le tout début avec Amonster, on va voir les prémices du corps de Sinestro avec notamment Arkillo qui va recevoir l'anneau et qui va aller un peu recruter par-ci par-là. Donc toutes les périodes sont scénarisées par Geoff Johns, qui est le daron de Green Lantern, il n'y a pas d'autre mot. Il a aussi refait Aquaman pendant les New 52. Donc il a vraiment ce don de redonner de la fraîcheur à des personnages qui étaient vraiment obsolètes à l'époque. Les dessinateurs, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais notez que pour Hal Jordan mort ou vif, c'est du Ivan Reis, et que pour tout l'event Sinestro Corps-Poire, c'est du Ethan Van Sciver, donc c'est très beau. Si vous connaissez pas du tout le lore de Green Lantern, faut savoir que jusqu'à ça, les Green Lantern étaient les seuls dans l'univers à avoir un anneau de pouvoir avec une couleur qui alimentait un sentiment, parce qu'ils sont animés par la volonté, et en gros c'est la volonté qui fait le pouvoir de leur anneau, globalement. Et les Green Lantern avant ça étaient les seuls à avoir ce genre de pouvoir avec un anneau. Et à partir de l'intégrale tome 2, Sinestro, qui est un renégat des Green Lantern, va créer son propre corps qui sera basé sur la couleur jaune avec ses anneaux, avec des batteries, avec exactement le même fonctionnement, mais qui sera alimenté par la peur des êtres de l'univers. Et c'est pourquoi les anneaux auront la mission de, un peu comme les Green Lantern, ils vont recruter des lanternes par secteur. Il y a 3600 secteurs dans l'univers, et dans les Green Lantern, il y a 2 lanternes par secteur. Ils vont recruter des gens, enfin des extraterrestres, et voilà, qui auront la faculté d'inspirer une grande peur. Et il y a notamment un moment que je vous mets là où le corps tente de recruter Batman. Donc les anneaux se bougent tout seuls et cherchent les personnes elles-mêmes. Et il y en a un qui essaye d'attraper Batman, mais il rejette le truc, voilà. Donc c'est assez drôle. Ce qui fait que ce truc-là est énorme, en plus d'introduire un nouveau corps qui est le corps de Sinestro, qui va vraiment devenir un des antagonistes, non seulement de la Jordan, mais du corps des Green Lantern en général, c'est qu'on va teaser le fait que de nouveaux corps vont être créés. Le corps des Red Lantern, par exemple, ils vont vraiment enrichir de ouf l'univers. Ce qui est vraiment cool, c'est que notamment dans l'event Sinestro Corps-Poire, on va utiliser de vieux personnages de la mythologie de Green Lantern pour enrichir l'histoire et pour rendre la menace du corps de Sinestro encore plus pesante. Si vous avez lu Emerald Twilight, qui est sorti chez Urban il y a pas longtemps, donc vous savez qu'à un moment, Hal Jordan a pété les plombs parce que Coast City a été détruit, et que du coup il se met en chasse jusqu'à OA, il tue certains Green Lantern pour récupérer leur anneau, et à la fin il devient Parallax parce qu'il est possédé par un extraterrestre parasite qui est jaune, qui est alimenté par la peur, et du coup il casse un peu le corps des Green Lantern qui sera reconstruit plus tard. Voilà, globalement. Et dans celui-là, comme dans le tome 1, déjà on va retrouver les Green Lantern qu'il a tués, qui en fait n'étaient pas morts, mais qui étaient prisonniers dans un secteur où quasiment personne ne passe, et du coup ils ont jamais été retrouvés, ils ont été perdus pendant des années et oubliés. C'est pour ça qu'ils seront appelés les Lanternes oubliés. Et en plus de ça, c'est que Parallax va faire son retour, donc le parasite extraterrestre, et il va posséder Kyle Rayner, et du coup on aura un nouveau Parallax humain. Et du coup, en plus de rajouter de l'intrigue, ça rajoute un peu de nostalgie perso, sachant que je l'ai lu il y a... au moment où c'est sorti, je l'ai acheté le jour même.
Donc ouais, ça fait un truc quand même. Donc ça vraiment c'est un giga indispensable de la mythologie de Green Lantern. Et je vais m'empresser d'acheter le tome 3 pour vous conter la suite et notamment l'arrivée des Red Lantern. Voilà, c'était tout pour cette vidéo lecture. J'espère vraiment que ça vous a plu et que le concept va vous intéresser en fait, parce que c'est vraiment ce que je voulais véhiculer sur la chaîne, le fait de juste d'avoir des bonnes lectures et d'avoir que du positif. Je vous parlerai peut-être de temps en temps des choses que je n'ai pas aimées, que j'ai pu lire, parce qu'il y en a souvent des choses que tout le monde a aimées et que moi j'ai détesté. Et du coup ça va faire le buzz. Moi je vais vous laisser là, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous avez lu récemment parce que ça m'intéresse vachement. Et surtout, à la prochaine.